Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième forum Europe-Québec sur le numérique et nous sommes au Parlement européen et très content de nous y retrouver. Je m'appelle François Robert, je suis votre modérateur pour ce forum en compagnie de nos invités, nos spécialistes du numérique québécois et européens, Samuel Mainville et Sandro Goddy. Sandro Goddy, donc membre du Parlement européen, du groupe Renew, troisième groupe représenté ici même au Parlement européen, et Samuel Mainville, le président d'Alice Media, qui va nous faire son mot d'introduction sur les sujets qui le préoccupent, mais surtout qui préoccupent à la fois le Québec et l'Union européenne. Samuel, à toi la parole. Bien, bonjour, merci pour cette invitation de poursuivre cette conversation que nous avons débutée l'an dernier. Ce sera pour moi la chance de m'adresser à vous sur des enjeux qui me passionnent depuis toujours et sur lesquels vous serez très clairement appelés à légiférer très bientôt. Donc, vous me connaissez déjà, Samuel Mainville, entrepreneur canadien du domaine des technologies de l'information. J'ai aussi une émission de radio, Regard Techno, qui jette un œil critique sur l'actualité numérique. Mais c'est en tant qu'entrepreneur que je m'adresse à vous aujourd'hui et j'espère me faire la voix des entrepreneurs, tant québécois qu'européens, qui souhaitent garder les opportunités et la liberté que peut leur apporter les technologies de l'information. Alors, aujourd'hui, je veux non seulement discuter avec vous de moyens de stimuler l'innovation et protéger la vie privée dans certains domaines stratégiques grâce aux données de masse, mais aussi comment protéger nos entreprises, nos institutions et notre démocratie face aux cyberattaques d'acteurs qui voient le cyberespace comme un moyen d'accéder à nos données et d'influencer nos opinions. Je vous donnerai des exemples bien concrets d'entreprises privées, d'excellentes entreprises privées, mais aussi de gouvernements dans le développement de ces innovations. Pour ce faire, nous avons choisi deux sujets qui nous permettront de répondre à la question du rôle du législateur dans la protection en ligne de leurs citoyens et de leurs institutions. Donc, les cyberattaques, l'influence que ça a et la protection de notre démocratie. Ensuite, la protection de la vie privée en ligne des usagers sur les grandes plateformes. Donc, on se montre avec les cyberattaques. Voyez-vous, les cyberattaques peuvent être divisées en deux grands objectifs avec deux grands groupes de victimes bien distincts. D'abord, la pointe de l'iceberg, les cyberattaques dirigées vers les entreprises, dans le but de nuire à leur chiffre d'affaires, de rendre leurs infrastructures inutilisables, de leur voler des données et des secrets d'affaires. Ces attaques visent surtout les entreprises et on les retrouve sous forme de rançongiciels, des attaques de déni de service, des injections de code ou encore des attaques de phishing. L'autre grande catégorie de cyberattaques est plus discrète puisqu'elle s'attaque à quelque chose de plus subtil, nos institutions et surtout la confiance que nous avons en elles. Grâce à des opérations d'influence très sophistiquées et décentralisées, plusieurs États voyous utilisent des groupes criminels comme proxy pour diviser l'opinion publique, désinformer et éroder la confiance du public en leurs médias, en leurs législateurs et en leurs leaders. Alors, commençons par les cyberattaques sur les entreprises. La taille de l'entreprise a peu d'importance. En tant que fournisseur de services d'hébergement web, je peux vous dire que mes serveurs sont victimes de centaines d'intrusions malveillantes, de tentatives d'intrusions malveillantes à chaque jour. C'est devenu si commun que dans une entreprise comme la mienne, on perd plusieurs heures par semaine à prévenir ces attaques et à nettoyer nos serveurs. Du haut de mon expérience d'opérateur de réseau, qu'est-ce que je peux vous dire de ces attaques? D'abord, ce sont surtout des scripts automatisés qui parcourent le web au nom d'acteurs malveillants pour tester les réseaux sur certaines vulnérabilités. Ensuite, la grande majorité de ces attaques proviennent de 4 États. C'est un fait vérifiable que 55% des attaques malveillantes originent de Russie, de Chine, des États-Unis et de la Turquie. À part les États-Unis, la raison pour laquelle ces pays sont le départ de ces attaques, c'est simplement parce que leur législation n'est pas très coopérative avec les forces de l'ordre américaines et européennes. Évidemment, ces criminels sont attirés par la zone de non-droit qui est créée à ces endroits-là. Un autre élément que ces attaques ont tout en commun, c'est l'utilisation de serveurs proxy appelés des VPN. Donc, les VPN sont essentiels pour les journalistes et les dissidents dans les régimes oppressifs, mais c'est aussi un maillon incontournable de la chaîne de cybercriminalité. L'autre grande famille de cyberattaques, les attaques d'influence, ne sont pas nouvelles. On retrouve différentes opérations de désinformation que les services de renseignement appellent des PSYOP, ou opérations psychologiques, depuis la Première Guerre mondiale, que ce soit au Commissariat général de l'information français, le Propagandakampf en allemande, la censure faite par le gouvernement Vichy au nom du Troisième Reich, ou par l'URSS dans les États de la communauté indépendante pendant la guerre froide, ou même les dépliants tombés du ciel en Corée du Nord largués par la Corée. Tout ça, ce sont des opérations d'influence, mais qui étaient faites hors ligne. Les récentes opérations d'influence en ligne utilisent les mêmes stratagèmes, mais avec des nouveaux outils qui permettent de décupler leur portée et leur efficacité. Les médias sociaux sont le moteur de cette désinformation. On pourrait croire que ces entreprises feraient tout pour combattre ces tentatives, mais il n'y en est rien. Alors voilà, j'ai lancé le sujet, et par rapport à ces cyberattaques, eh bien, je suis très curieux de vous entendre
Merci, tout d'abord, merci. Je suis très heureux de vous retrouver dans la maison de la démocratie européenne, qui s'appelle le Parlement européen ici à Strasbourg, en France. Et évidemment, il y a beaucoup de choses déjà à dire. Vous avez mis sur la table énormément de sujets. Je commencerai par le travail que nous avons fait au Parlement européen, tout d'abord pour identifier quels sont les risques, les faiblesses et les attaques déjà, et qui vont un peu dans la même direction que celle que vous avez évoquée. Nous sommes en train de travailler, mais nous avons déjà conclu la première phase des activités de la commission d'enquête, spéciale d'enquête sur les ingérences des puissances étrangères à la désinformation, qui a aussi évidemment un volet dédié à la cybersécurité, à la cybersécurité. Et sans surprise, nous avons identifié les mêmes acteurs, à savoir notamment la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi le Venezuela. Ce sont des acteurs qui ont essayé de s'ingérer de façon très lourde par la voie numérique ou par la voie, disons, offline dans nos démocraties, dans notre processus démocratique. Donc sans doute, mais il faut savoir que c'est toujours en évolution et que même les attaques à la cybersécurité et en général la désinformation en ligne ne se fait plus uniquement de l'extérieur. Je veux dire, il y avait 5, 6, 7 ans, on avait notamment des attaques qui venaient des trolls, d'acteurs, etc., d'acteurs malveillants, qui étaient basés dans un de ces pays, qui étaient basés hors Union européenne. Désormais, on a des cellules dormantes qui sont à l'intérieur de nos pays, qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, qui sont à l'intérieur des différents États membres de l'Union européenne, et qui sont prêts à s'activer dès l'intérieur pour mener des attaques à la cybersécurité des entreprises ou pour participer à des campagnes de désinformation. Donc, vous voyez, la question, ce n'est pas seulement celle de trouver et développer, et nous sommes en train de le faire en tant qu'Union européenne, des outils et des stratégies pour contrer les attaques chinoises, les attaques russes. Les États membres, et la France est parmi ceux qui ont avancé le plus, sont en train de mettre des ressources technologiques, numériques et financières croissantes pour protéger leur cybersécurité. Et d'ailleurs, c'est une nouvelle façon de se faire la guerre. Hein. La guerre du XXe siècle se joue en partie aussi à travers le numérique. On le voit bien avec le conflit ukrainien et les enjeux liés au conflit ukrainien. De l'autre côté, et nous poussons au niveau européen pour renforcer pas seulement la culture, mais les moyens pour la cybersécurité des institutions européennes. Et là, on a démarré pratiquement de zéro parce qu'il n'y avait pas assez, et c'était pas assez développé même la culture de cybersécurité au niveau des institutions européennes. Et donc, on est en train de pousser pour des méthodes, pour des protocoles et aussi pour des augmentations budgétaires pour mieux nous défendre en tant qu'institution des attaques à la cybersécurité. Et puis, comme vous le disiez, la question de la cybersécurité concerne aussi énormément les attaques à des entreprises privées ou des entreprises privées à participation publique qui sont considérées opérant dans des secteurs stratégiques. Et en Europe, on avait réglementé ça par une loi européenne. On est en train d'élargir la notion des secteurs stratégiques. Parce que, évidemment, les vulnérabilités ne sont pas uniquement liées à l'industrie de la défense, mais les télécommunications, l'énergie, la santé, les hôpitaux. Donc, il y a on est en train d'élargir la notion des secteurs sensibles du point de vue de la cybersécurité et donc de prévoir des mesures, d'imposer aux entreprises et de prévoir en tant qu'acteur public des protocoles et des mesures spécifiques et avancées pour nous protéger de la cybersécurité. Donc c'est un thème c'est un thème, je crois, sur lequel nous devons encore plus avancer entre Européens et Canadiens au niveau du G7, peut-être aussi au niveau du G20, parce que là aussi, je crois que même si au G7, on est encore
dans un environnement des gens qui se protègent plutôt des ingérences. Au G20, on est dans un environnement où il y a ceux qui attaquent et ceux qui se protègent, mais on doit pousser parce que finalement, c'est une action financière, budgétaire, de défense législative qu'on doit mener à plusieurs niveaux. Évidemment, une grande partie doit se faire au niveau national, mais nous sommes en train de pousser aussi à l'intérieur de l'Union européenne pour échanger des informations, et pour échanger aussi les bonnes pratiques, pour échanger l'évaluation sur les risques, sur les dangers entre États membres, ça c'est très important. Et la deuxième question, c'est, comme je disais, de travailler beaucoup plus en tant qu'Union européenne, mais c'est une question qui doit nous interroger au niveau aussi multilatéral et de l'ONU. Je sais que les Nations Unies, ce sera dans mon dernier point, sont en train de travailler pour un Global Digital Summit en 2024, se pose la question de la cybersécurité. Et là aussi, même si des acteurs clés sont au centre du système onusien comme la Chine et la Russie, nous devons pousser pour développer cette culture et cette stratégie sur un thème qui est le thème du siècle pour ce qui concerne la défense. Je vais prendre la balle au bon quand vous parlez de coopération internationale et je crois aussi que l'Europe doit être très multilatérale dans son approche, voyez-vous. Vous me parlez du leadership de la France et la France la France est victime de beaucoup d'opérations d'influence. Vous voyez, en Russie, les Wagner Papers, qui sont une fuite de documents du groupe Wagner et de son président Eugénie Prigogine, montrent le budget et les tactiques utilisées par le groupe Wagner pour influencer l'opinion publique. Et là, c'était en Afrique. Les documents nous datent de 2 ans, donc c'était en Afrique. Sur ce continent, pour Prigogine, c'est le lieu de futures guerres de proxy. Et par exemple, au Mali, Prigogine a utilisé un budget monstre pour noyer les médias, acheter des médias et même créer des journaux de toutes pièces au Mali, et faire une campagne d'influence auprès des journalistes, tout ça pour discréditer la France, l'ONU et la MINUSMA, la force locale des casques bleus de l'ONU. Donc le départ de l'armée française, qui fut immédiatement remplacé par les troupes du groupe Wagner, n'est probablement pas étranger à toutes les ressources mises de l'avant par Prigogine pour influencer l'opinion publique. Et donc là, il n'y a pas eu d'intrusion, il n'y a pas eu de hacking, mais c'est vraiment une guerre d'opinion, une guerre de proxy. Est-ce que vous croyez que les directives prises par l'Union européenne en ce moment pourraient prévenir à l'avenir ce genre de situation, ce genre de campagne d'influence s'il y a de la coopération internationale? J'en ai parlé à New York, à l'ONU, justement, avec les secrétaires généraux adjoints chargés des opérations de maintien de la paix. Et on a parlé de ce qui s'est passé au Mali, mais en général, ce qui se passe autour des missions de maintien de la paix de l'ONU, qui sont de plus en plus la cible des campagnes de désinformation alimentées, dans les cas d'espèces que vous avez évoqués, par les groupes Wagner, mais dans d'autres cas aussi par d'autres acteurs, souvent russes et pas seulement. Et nous devons tout d'abord développer une contre-stratégie en tant que Nations Unies. Les Nations Unies, nous devons aider les Nations Unies à développer une stratégie qui puisse bien informer sur les raisons pour lesquelles une opération de maintien de la paix est en place. Et il faut développer ça. C'est comme quand les casques bleus se dotent de certains armements parce qu'ils opèrent dans certaines zones et donc ils ont besoin de plus de tanks que d'autres choses. Il a vu, on voit plus d'hélicoptères que des tanks. Là, on a besoin aussi de développer une stratégie de bonne information qui doit devenir la priorité au niveau des Nations Unies. Parce que ça devient très sérieux, les problèmes et les réactions négatives auprès de la population contre des missions de maintien de la paix de l'ONU, ce qui est paradoxal. Est-ce que l'Union européenne peut donner l'exemple? Oui, je crois que des solutions sur lesquelles on est en train de travailler et sur lesquelles on peut revenir après, comme les lois sur lesquelles on est en train de négocier sur la publicité politique, peuvent inspirer certaines méthodes des Nations Unies. Évidemment, l'Union européenne ne peut pas légiférer, ne peut pas adopter des règles et des effets qui vont au-delà de l'Union européenne, mais les modèles et les solutions législatives et opérationnelles sur lesquelles on est en train de travailler peuvent servir d'exemple, des modèles à des problèmes comme celles que vous avez évoquées, que les Nations Unies rencontrent. Et c'est un peu mon ambition
de pousser l'Union européenne à adopter des nouvelles solutions politiques et législatives cette année, aussi pour pouvoir influencer le travail que les Nations Unies vont faire et pour ce qui concerne le maintien de la paix et plus en général le travail sur la lutte contre la désinformation qui doit être aussi un travail multilatéral global et sur lequel il y aura un sommet numérique des Nations Unies très important en 2024. Et je crois que l'Union européenne devrait avoir l'ambition d'aller à ce sommet avec un modèle à proposer au reste du monde. Ah oui, c'est sûr que l'Union européenne doit être un leader dans ces questions multilatérales, parce que qui d'autre va le faire? Certainement pas la Chine et les États-Unis. Et l'Union européenne est en train de se positionner comme le troisième pôle, on en discutait l'an dernier, dans cette troisième pôle de cette guerre technologique. Pour terminer le sujet, j'aimerais y aller avec quelque chose de plus concret. Je vous parlais du maillon incontournable de la chaîne de cybercriminalité que sont les serveurs proxy ou les VPN. J'ai été lire en ligne et j'ai pas vu aucune initiative de la part des États-Unis ou de l'Union européenne qui voudrait restreindre ou faire un registre de ces serveurs-là qui sont utilisés pour faire ce piratage-là. Est-ce qu'il y a un registre des opérateurs de réseaux VPN qui ne collaborent pas avec les forces de l'ordre pour limiter l'accès aux réseaux locaux et à nos concitoyens finalement? Est-ce que c'est quelque chose qui aurait déjà été discuté ou vous avez déjà vu dans les listes d'acteurs finalement? À ma connaissance, non. À ma connaissance, on n'a pas abordé formellement les sujets, mais vous savez, les questions numériques sont énormes, sont très vastes, et donc je ne suis pas que dans l'Union européenne, on commence à travailler aussi sur cet aspect, mais jusqu'à maintenant, à ma connaissance, on n'a pas abordé de façon spécifique ces sujets. On travaille énormément pour rendre obligatoire beaucoup plus de transparence, surtout ce qui est l'environnement numérique, et de savoir beaucoup mieux qui fait quoi. Mais sincèrement, je ne sais pas si on a travaillé de façon spécifique sur ce sujet. À ma connaissance, non. Ah, mais c'est une piste de solution que je vous propose, parce que c'est sûr que ça enlèverait un gros maillon de la chaîne de cybercriminalité et ça enlèverait énormément de poids sur les entrepreneurs qui gèrent les réseaux et qui maintiennent votre infrastructure, finalement, votre infrastructure numérique. Voilà. Messieurs, je vous laisse sur une question philosophique, voire historique. Longtemps, on parlait de la guerre froide jusque dans les années 90. Concrètement, elle est terminée. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de cyber-guerre froide? Et j'ai même envie de poser la question, si c'est le cas, qui va la gagner? Je crois que oui, je crois que c'est une nouvelle forme de se faire la guerre, comme la guerre froide, c'était une autre forme de se faire la guerre. Et on les voit maintenant de façon flagrante autour de l'agression russe contre l'Ukraine, mais on les voyait aussi auparavant. Qui va gagner cette guerre? La question aujourd'hui a le mérite de se poser parce qu'elle est ouverte. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Je sais qu'on aurait intérêt entre, disons, Européens et Américains du Nord, tous inclus, à travailler et à coopérer beaucoup plus sur ces questions, parce que c'est sans doute un des thèmes sur lesquels la Chine avant tout voudrait avoir la primauté, sur laquelle la Russie est extrêmement active et sur laquelle se joue une bonne partie aussi, pas seulement de notre puissance et de notre influence, mais aussi du bon fonctionnement de nos démocraties. Parce que de plus en plus, les démocraties sont vulnérables et sont victimes d'attaques à travers l'Internet, d'attaques et la déstabilisation démocratique à travers la désinformation online, c'est aussi une nouvelle forme d'atteinte à notre cybersécurité après tout. Donc il faut aussi élargir la notion qui n'est pas seulement l'accès à des informations confidentielles de l'industrie de la défense, mais c'est malheureusement beaucoup plus vaste parce que les terrains de jeu et les terrains de bataille est en train de s'élargir énormément. Samuel, qui va gagner? Une guerre froide, c'est un peu simpliste, en ce sens que la guerre froide supposait deux grands blocs. Mais maintenant, je crois que le monde est plus divisé. On a un pôle en Chine, on a un pôle en Russie, on a un pôle européen et on a aussi un pôle américain qui ne sont pas les mêmes, même s'ils partagent quelques valeurs communes. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont tombés dans la guerre froide, donc les trafics d'influence, la guerre d'influence, ce meddling, ces choses-là. Mais une guerre froide, c'est un modèle qui était divisé en deux, qui était simple, qui était facile à comprendre. Maintenant, les acteurs sont un peu plus complexes, leurs motivations sont un peu plus complexes, et qui vont en sortir gagnants? Eh bien, ce sont ceux qui mettent les ressources
Vous parliez du budget tout à l'heure qu'il faut mettre. C'est dur à dire maintenant parce que est-ce que le budget va être mis? Est-ce que les acteurs vont mettre les ressources qu'il faut pour le faire? On sait que la Russie le fait en ce moment. On sait que la Chine le fait. Et si l'Europe met le budget qu'elle veut mettre, justement, je crois que le pôle européen et américain pourrait l'emporter. Mais c'est une question de ressources, de budget et de priorisation. Hein. Voilà, en fait, on parlait longtemps du rideau de fer. Est-ce qu'on devrait parler du pare-feu de fer aujourd'hui ou de l'absence de pare-feu de fer? Hein? On me permettait les analogies. Alors, La grande muraille de Chine en ligne, c'est ce que c'est d'ailleurs, un pare-feu de fer. voilà. En terminant, on enchaîne sur la protection de la vie privée en ligne. Voilà. Je termine sur une question philosophique, comme je les aime beaucoup. Je m'adresse directement à Samuel pour commencer, mais ça concerne Sandro aussi. Samuel, si je t'envoie un texto au final, est-ce que je suis en danger? Pas très spécifique, je comprends pas la question. Ben, écoute, on parle de cybersécurité. J'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire maintenant sur son téléphone. On peut plus aller dans Internet sans même penser qu'on est espionné ou qu'il y a quelque chose dans mon téléphone qui est en train de le trafiquer. Est-ce que j'exagère ou il faut que je me méfie? Comme ton dernier texte était sur Messenger, je te dirais oui. Il faut se méfier. Messenger est fait par Meta. Messenger est géré par Meta. On sait qu'ils utilisent la messagerie pour pouvoir faire de la segmentation marketing. Donc oui, il y a de la segmentation marketing qui se fait par ce qu'on se dit sur le Messenger finalement. C'est comme ça qu'on peut aussi faire les profils de gens, la segmentation marketing. Donc il faut faire attention. Mais si tu me textes par SMS sur les réseaux standards, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Sandro, vous en pensez quoi? Se texter, s'envoyer des messages, j'ai l'impression qu'on est surveillé partout. Là. Quand des chefs d'État comme Pedro Sanchez se fait piéger son téléphone, entre autres, on peut se poser la question si un jour le mien va l'être. Je ne veux pas créer la panique. Je parle en tant Mais vous pouvez poser les diagnostics. Personnalité qui a un rôle public, et depuis que j'ai un rôle public, moi je ne me pose pas la question si je suis sous écoute, mais combien de personnes m'écoutent. D'accord. Parce qu'il y a des projets comme Pegasus qui font que vous êtes probablement une cible beaucoup plus. Mais je ne veux pas créer la panique, pas pour tous les citoyens. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, les personnalités qui ont un rôle public risquent souvent d'être sous écoute, sous contrôle de plusieurs acteurs. Et c'est pas. J'ai été victime aussi d'hackérage par Messenger, d'ailleurs. Et ça a été fort désagréable. Voilà. Alors, on avec le prochain sujet, la protection de la vie privée en ligne, le temps file. Donc, je vais introduire le sujet, puis je vous propose d'en débattre par la suite. Donc, voyez-vous, depuis la première utilisation politique des médias sociaux à grande échelle par Barack Obama en 2008 lors de la campagne présidentielle américaine, la manière de faire de la politique et de communiquer avec les électeurs a changé. Pour supporter ce changement, les grandes plateformes augmentent leur utilisation de cookies, ces petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez un site web et sont utilisés pour enregistrer les informations sur vos habitudes de navigation, telles que les pages que vous visitez, le temps que vous passez en ligne, les articles que vous achetez. Cette technologie comporte évidemment des risques pour la vie privée associés à l'utilisation de cookies pour la segmentation marketing. Non seulement ces cookies peuvent contenir des informations personnelles, mais ils peuvent enregistrer justement vos habitudes de navigation. Ces données, une fois traitées, ont une telle valeur qu'elles sont souvent revendues à des tiers, sans oublier qu'elles peuvent être utilisées pour contourner les règles de confidentialité. Malgré les risques, cette information est utilisée par les grandes plateformes comme Meta, Google, pour faire la segmentation et diviser les utilisateurs en groupes distincts en fonction de leur intérêt. Comme nous le verrons plus loin, le risque est encore plus grand avec des données colligées par le gouvernement. Ce ciblage, c'est une information précieuse pour les annonceurs. C'est ce qui explique les efforts de lobbying colossaux déployés par Meta contre la protection des données. Comme je m'adresse à un législateur qui a justement travaillé sur le DSA et le DMA, je me demande d'ailleurs si vous avez été ennuyé par les efforts de lobbying ou si Meta déploie plus ses efforts de lobbying au milieu des gouvernements nationaux. Mais heureusement, malgré ces efforts, l'Europe a gardé le cap. En 2008, avec le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, ensuite le Digital Service Act et le Digital Market Act dont nous parlions l'an dernier, créent le concept de plateforme systémique, dont Meta et Google sont finalement, et un lot d'obligations corporatives pour eux. Ces lois devaient régler la zone de non-droit dans laquelle opèrent les grandes entreprises numériques pour rétablir l'écart entre ce qui est légal en ligne et ce qui est légal dans le monde réel. Vous avez travaillé à l'élaboration de cette loi. On s'en souvient, j'étais un peu sceptique sur son efficacité lors de notre discussion de l'an dernier. Je suis curieux de vous entendre aujourd'hui sur le succès de l'application de cette loi. Et pour faire un parallèle avec le sujet du jour, est-ce que le DSA a aidé à protéger les informations personnelles des Européens en ligne?
Beaucoup de questions. Tout d'abord, je crois que moi je suis très satisfait de ce que l'Europe a réussi à faire pour la première fois au monde, à savoir à adopter des nouvelles lois pour assurer la pluralité du marché, le pluralisme du marché, avec la loi sur les marchés numériques, les Digital Market Act, et assurer aussi, affirmer un principe qui est un principe de justice et de bon sens en même temps, à savoir ce qui est illégal hors ligne doit être illégal en ligne. Et c'est, disons, les principes fondamentaux de l'autre loi européenne sur les services numériques, les Digital Services Act. Et c'est trop tôt pour évaluer l'impact de ces deux lois, parce que maintenant elles sont en train d'être mises en œuvre au niveau des 27 États membres, mais je suis sûr qu'on a développé un modèle qui répond à plusieurs des préoccupations que vous avez évoquées dans votre question. D'abord, ce que j'ai dit, les principes, ce qui est illégal online, offline doit être aussi illégal online, c'est fondamental. Des obligations et transparence pour les places de marché numérique. Et quand vous allez sur une place de marché numérique, vous avez les droits en tant que consommateur de demander à cette place de marché s'il a bien vérifié qui sont les producteurs qui offrent leurs produits, leurs services sur cette plateforme. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas en ce moment et qui est fondamental. L'autre aspect, c'est de faire, je dirais, d'assurer un pluralisme du marché qui est presque un pluralisme démocratique aujourd'hui. Et ce n'est pas vous que je dois l'expliquer. Il y a des plateformes qui ne se limitent pas seulement à être à la gestion de leur plateforme, mais qui offrent aussi, c'est le même acteur, des services qui sont offerts à travers cette plateforme. Services touristiques, services des moteurs de recherche, etc. Et aujourd'hui, juste avant qu'on introduise cette place sur les services numériques, les managers de la plateforme garder ces services très haut dans la recherche et garder les services que vous pouvez mettre, que moi je pouvais mettre, très en bas dans la recherche. Ceci est interdit maintenant. Avec la loi sur les services numériques, du moment où on gère une plateforme, on doit assurer une égalité des chances aux différents acteurs sur la plateforme. Et ceci, c'est aussi un moyen de protéger et de développer de nouveaux acteurs numériques, notamment des petites et moyennes entreprises, parce que c'est clair que comme ça, c'est plus facile que vous puissiez développer votre business si vous êtes évalué pour la qualité de votre service et pas seulement sur votre place dans la page de recherche. Si vous êtes 28e à la 5e page, et c'est difficile que moi je trouve votre service. L'autre aspect, c'est que, disons, on met des règles spécifiques justement pour éviter d'autres abus de positions dominantes à ce qu'on appelle les gatekeepers, les plateformes systémiques, et avec des sanctions bien réelles, financières, qui frappent très fort ce qu'on appelle les gatekeepers. Et après, et c'est la question peut-être sur laquelle on va voir, je ne sais vraiment pas comment ceci, quel impact va avoir, mais c'était sur la zone grise dont vous parliez, parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont illégales, et donc qui sont illégales dans le monde réel et doivent être aussi illégales dans le monde numérique, mais il y a aussi des actions qui peuvent apporter un risque systémique à la sécurité en général, sans violer un article spécifique du code pénal, ou elles peuvent apporter des risques aux libertés fondamentales sans violer de façon spécifique une de ces libertés. Ce sont ce qu'on appelle les risques systémiques, et on a imposé des obligations aux grandes plateformes de nous dire tous les 6 mois, de nous faire rapport sur les risques qu'ils ont détectés ou sur les mesures qui ont été adoptées si ces risques ont été détectés par d'autres acteurs, les autorités publiques de contrôle ou les trusted flaggers, cette nouvelle disons, figure juridique qu'on a introduite, des personnes qui sont autorisées à signaler aux plateformes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se passe sur leur plateforme en ligne, et ils doivent aussi, dans ces rapports, nous dire quelles mesures de modération elles ont prises. Et là, on essaye d'avancer dans ce qui est la zone grise. Et donc, de ce point de vue, je crois que ce sont des avancées fort importantes, et c'est sans doute
une législation très ambitieuse qu'en Europe on a adoptée, mais je vous dis, dans nos contacts avec nos amis des États-Unis, nos amis indiens, etc., il y a un très grand intérêt et un peu d'envie, et notamment du côté de certains de mes collègues au Congrès de Washington, sur ce que nous avons réussi à faire en Europe. Protection des mineurs, on a interdit les techniques de ciblage, de micro-targeting, pour les mineurs, pour ce qui est aussi le commercial advertising, la publicité commerciale. Qui était déjà illégal en ligne d'ailleurs pour les mineurs, en ligne, qui était déjà illégal en mobile. Exactement. Mais maintenant, mais vous saviez que les mineurs étaient ciblés par les grandes plateformes, et pas seulement pour les grandes plateformes, c'est qu'on a explicitement interdit. Et maintenant, nous sommes très engagés sur le développement de la loi sur les services numériques. La loi sur les services numériques, pour nous, c'est une loi horizontale qui doit réorganiser les marchés des services numériques au sens large. Après, nous devons insérer de façon verticale sur cette base législative nouvelle des nouvelles lois sectorielles qui doivent répondre à d'autres questions spécifiques. Une de ces questions, c'est la publicité politique. Parce que le political advertising, vous l'aviez dit, vous avez rappelé depuis l'exploit d'Obama au scandale Cambridge Analytica, avec et le Brexit et l'élection de Trump, c'est une des questions sur lesquelles il faut introduire de nouvelles obligations de transparence. Nous voulons évidemment, nous ne voulons pas restreindre d'aucune manière la liberté d'expression. Donc vous êtes un citoyen, en tant que citoyen, vous pouvez dire, au moins que ce ne soit pas de la calomnie et de la diffamation, mais c'est une autre chose, vous pouvez librement vous exprimer en ligne comme vous pouvez vous exprimer hors ligne. Mais évidemment, si vous êtes un candidat et il y a quelqu'un qui finance votre campagne pour $1 million, et moi, usager, je dois savoir que les postes que vous mettez, c'est les postes d'un candidat, et que ce poste de candidat fait partie d'une campagne en ligne qui est financée par moi, que je suis votre sponsor. Donc, on n'interdit rien, mais on rend transparent, parce que les citoyens ont le droit de connaître. Et je vais plus loin. Si vous êtes un influenceur, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais si, en tant qu'influenceur, vous êtes payé par mois, je vous donne 500 000 €, et je dis, pendant la campagne des élections européennes, tu dois dire qu'est-ce qu'il est bien, Sandro Gold, et qu'est-ce qu'il est un bon candidat, vous devez les relire. Vous êtes libre de le dire. Mais ceux qui vous suivent doivent savoir que dans ce cas-là, c'est un service rémunéré de publicité politique. Vous le faites, vous pouvez le faire, mais moi, en tant que citoyen usagé, je dois savoir que ce n'est pas une activité, disons, d'expression libre de votre pensée, c'est un service rémunéré de publicité politique. Et ça pose certains problèmes à une grande plateforme numérique qui commence par G et finit par E, et qui a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 lettres. Hein? Et donc j'ai les YouTube de toute Europe qui sont en train de me dire notre business va terminer. Et je demande, mais est-ce que vous faites des services rémunérés? Non, pas forcément. Alors, vous n'avez rien à craindre. Et vous voyez comme la désinformation, ce n'est pas seulement l'affaire des Poutine et des Russes, mais parfois est aussi l'affaire des grandes plateformes numériques. Vous savez, la désinformation est toujours faite par la partie adverse, hein? C'est toujours comme ça. Vous parlez beaucoup d'obligations de transparence et de gatekeepers. Mais ça, c'est des mots, c'est des mots qui sont venus souvent lorsque j'ai lu le Artificial Intelligence Act. Il y a beaucoup d'espoir qui se crée autour de ça. Une législation proposée par l'Union européenne qui amènerait de nouvelles obligations de transparence pour les grandes plateformes, une interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des programmes semblables au crédit social chinois, des restrictions sur les systèmes utilisant la reconnaissance émotionnelle, emotional recognition, qui est très sournois et qui est de plus en plus populaire. Malheureusement, cette proposition s'appliquerait seulement aux intelligences artificielles à utilisation commerciale. Et le texte exclut déjà les usages destinés à la recherche ou à des fins militaires. On peut voir que le texte a été dilué par certains intérêts, puisqu'il exclut des tests en réel pour fin de recherche. Une entreprise pourrait garder la frontière entre la phase de test et la phase de production floue, dans le but de se soustraire aux provisions du AI Act.
Donc, ça n'a pas encore été ratifié, mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous que le AI Act a assez de dents tel qu'il a été rédigé maintenant? Je sais que l'Allemagne voudrait diluer encore plus, c'est une des choses qui fait que ça n'a pas encore été ratifié. Donc, c'est une de ces lois dont je vous parlais avant. Je vous ai dit qu'on a créé une base horizontale avec cette loi sur les services et sur les marchés, mais notamment avec la loi sur les services. Et maintenant, on est en train de développer des axes verticaux. Un de ceux-ci, c'est la publicité politique. L'autre, c'est cette nouvelle loi sur l'intelligence artificielle. Moi, je crois que c'est trop tôt pour la juger. On est en train de négocier. On est en train de négocier à l'intérieur du Parlement. Il y a deux écoles de pensée qui sont en train de se confronter et on va voir quelles solutions sur certaines questions spécifiques on va trouver. Il y a d'un côté la nécessité de développer au maximum une industrie de l'intelligence artificielle en Europe, parce que c'est un des enjeux, disons, de développement et d'influence pour nous à l'avenir. On ne peut pas, disons, être trop en retard, et déjà on a accumulé énormément de retard en tant qu'Européens par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis, sur ce qui concerne l'intelligence artificielle. De l'autre côté, nous voulons le faire à l'européenne, et nous voulons le faire dans le respect de certaines libertés fondamentales, de certaines, disons, éviter qu'on puisse utiliser de façon indue nos données personnelles. Donc il y a tout un débat sur lequel nous sommes engagés en ce moment, et je suis assez convaincu que nous arriverons à une solution équilibrée, mais sans doute c'est une des grandes priorités pour notre groupe Renew Europe et en général pour le Parlement européen. Eh bien, si ça peut vous aider dans vos négociations, le développement du AI ne doit pas vraiment être opposé à son contrôle. Vous voyez, il existe des solutions pour garder une trace de l'évolution des systèmes d'intelligence artificielle et répondre aux besoins de transparence auxquels nous sommes en droit de nous attendre, mais elles ralentissent marginalement le progrès. Alors les entreprises lui tournent le dos et quelques politiciens aussi à ce que vous me dites. Mais c'est marginal. C'est les restrictions qu'on mettrait sur ces systèmes-là pour assurer la transparence n'empêcherait pas le développement à long terme et n'empêcherait pas l'Europe de devenir un leader de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce moment-ci, lorsque ça commence, qu'on doit mettre ce genre de règles-là. Oui, mais de toute façon, on va le faire parce qu'il faut vous souvenir, il faut rappeler qu'on a une autre loi fondamentale en Europe, qui est la loi sur la protection des données personnelles. Et on veut déjà, on veut aussi interdire certaines pratiques qui peuvent donner lieu à des abus dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je suis convaincu qu'on va trouver le bon équilibre entre la nécessité de ne pas empêcher l'innovation technologique et de l'autre côté de la faire dans le respect de certains principes de liberté fondamentale qui font partie aussi de notre approche à la technologie en général, au marché. Je suis convaincu que vous allez y arriver. J'espère. On est très engagé là-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. à vous. Alors, je répète donc Samuel Mainville, président d'Insmedia, Sandro Goddy, donc député ici même au Parlement européen, membre du groupe Renew, troisième groupe représenté ici même à Strasbourg. Messieurs, j'ai envie de vous cyber-remercier, mais puisqu'on est en présentiel, je vais tout simplement vous dire merci pour une fois et j'espère que vous êtes cyber-confiants. Oui, je vous confirme que nous sommes cyber confiants. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le deuxième forum Europe-Québec sur le numérique. Merci et à très bientôt.